Princeton, en été, n'avait pas d'odeur. Et si Ifemelu appréciait le calme verdoyant de ses nombreux arbres, ses rues propres et ses majestueuses maisons, ses magasins au prix subtilement exagéré et son air tranquille, immuable de grâce méritée, c'était cette absence d'odeur qui la séduisait le plus. Peut-être parce que les autres villes américaines qu'elle connaissait dégageaient toutes des effluves caractéristiques. Philadelphie exhalait le parfum suranné du passé. New Haven sentait l'abandon. Baltimore l'océan et Brooklyn les ordures pourrissantes au soleil. Mais Princeton n'avait pas d'odeur. Elle aimait y respirer à plein poumon. Elle aimait observer les habitants qui conduisaient leur voiture dernier cri avec une courtoisie particulière et se garaient devant l'épicerie bio de Nassau Street ou le restaurant de sushi ou devant le vendeur de glace aux 50 parfums, poivrons inclus, ou devant la poste dont le personnel s'empressait de les accueillir à l'entrée. Elle aimait le campus, empreint de la gravité du savoir, ses bâtiments gothiques aux murs drapés de lierre et la manière dont tout y prenait, dans la pénombre de la nuit, un aspect fantomatique. Elle aimait par-dessus tout pouvoir prétendre, dans ce lieu où régnait l'abondance, être quelqu'un d'autre, admis par faveur dans le club consacré de l'Amérique, quelqu'un auréolé d'assurance. Vous venez d'écouter les premières lignes d'Americana, de Chimamanda Ngozi Adichie. Au programme aujourd'hui, émigration, blog et pot d'échappement. Bienvenue dans La Voie des Lettres, épisode 25. Et oui, c'est déjà la rentrée et comme promis, La Voie des Lettres est de retour sur les ondes. Pour bien démarrer cette deuxième saison, je vous propose une œuvre touchante, satirique et engagée sur le thème de l'émigration qui vous fera voyager entre Nigeria, États-Unis et Angleterre, et tout ça sans passe sanitaire. Avant de commencer, faisons un petit point géographique. Le Nigeria est un pays côtier d'Afrique de l'Ouest, bordé par le Sahara au nord et le golfe de Guinée au sud. C'est le pays le plus peuplé d'Afrique et sa langue officielle est l'anglais. De l'autre côté de l'Atlantique se situent les États-Unis. C'est un pays où l'on croit que l'Afrique est un pays et où l'ananas est considéré comme un ingrédient valable pour composer une pizza. Et enfin, de l'autre côté de la Manche, il y a l'Angleterre, qui est une ancienne colonie française et qui a abandonné, il y a très longtemps, toute velléité gastronomique. Mais revenons plutôt au bouquin. Les premières lignes d'Americana nous plongent dans les souvenirs d'Ifemelu, qui vit à Princeton et se remémore les différentes villes américaines où elle a vécu. Elle se sent enfin admise par la société américaine, dans laquelle elle essaie de se fondre depuis son arrivée, 13 ans plus tôt pour terminer ses études. Pourtant, elle décide de tout quitter et de retourner vivre à Lagos, au Nigeria, son pays d'origine. Peut-être parce qu'elle a vu tomber, une par une, les illusions promises aux immigrés. Peut-être aussi pour retrouver Obinse, qu'elle a rencontré au lycée et n'a pas revu depuis sa première année d'université. Obinse rit et Ifemelu, peu désireuse de poursuivre sur le thème de la poésie, demanda « Alors, qu'est-ce que Kayode a dit de moi ?»« Rien de mal, il t'aime bien. Tu ne veux pas me répéter ce qu'il a dit ?»« Il a dit « Ifemelu est une super nana, mais elle crée trop de problèmes. Elle discute, elle parle, elle n'est jamais d'accord. Mais Ginika est une gentille fille. » Il s'interrompit avant d'ajouter. Il ne savait pas que c'était exactement ce que j'espérais entendre. Les filles trop gentilles ne m'intéressent pas. « Ah, tu cherches à m'insulter ?» Elle le poussa du coude, feignant la colère. Elle avait toujours aimé cette image d'elle-même, la fille qui créait des ennuis, qui était différente, et elle pensait parfois que c'était une carapace qui la protégeait. « Tu sais très bien que je ne t'insulte pas. » Il passa un bras autour de ses épaules et l'attira doucement vers lui. C'était la première fois que leur corps se touchait, et elle se raidit. « Je t'ai trouvé très jolie, mais pas seulement. Tu semblais être le genre de personne qui agit comme bon lui semble, et pas parce que tout le monde le fait. » Elle posa sa tête contre lui et éprouva, pour la première fois, ce qu'elle ressentirait souvent avec lui, de l'estime pour elle-même. Il lui apprit à s'aimer. Elle se sentait à l'aise, bien dans sa peau. Elle lui avoua qu'elle aurait bien voulu croire que Dieu existait, mais craignait qu'il n'en soit rien. Qu'elle s'inquiétait de ne pas savoir ce qu'elle voulait faire dans la vie. Elle ne savait même pas ce qu'elle avait envie d'étudier à l'université. Cela lui paraissait si naturel de lui parler de choses et d'autres.
Elle ne l'avait jamais faite auparavant. Cette confiance, si soudaine et si totale, cette intimité l'effrayèrent. Ils ne connaissaient rien l'un de l'autre quelques heures plus tôt, et pourtant une connivence était née entre eux, pendant ces quelques moments avant qu'ils ne se mettent à danser. Et maintenant elle ne pensait plus qu'à ce qu'elle voulait lui dire, à ce qu'elle voulait faire avec lui. Les similarités entre leurs vies devenaient d'heureux présages. Ils étaient tous deux enfants uniques, fêtaient leur anniversaire à 2 jours d'intervalle, et leur village natal était situé dans l'état d'Anambra. Il était originaire d'Aba et elle d'Umunnachi, et les 2 villages se trouvaient à quelques minutes l'un de l'autre. C'est à cette scène originelle que pense Ifemelu, pendant qu'elle se fait faire des tresses dans un salon de coiffure de Princeton. Tout en discutant avec les coiffeuses, qui la prennent d'abord pour une noire américaine, elle nous fait revivre sa jeunesse au Nigeria, en tant qu'adolescente rebelle et avide de connaissances. Elle se revoit tomber sous le charme d'Obinse, qui ne lui parlait que de littérature avec un grand L, c'est-à-dire d'auteurs américains. Elle repense à ses parents, à sa tante, à la mère d'Obinse qui l'a chaleureusement accueillie et toujours soutenue. Elle se remémore la passion dans les paroles d'Obinse quand il parlait d'aller étudier en Amérique. Elle se rappelle comment, quelques années plus tard et presque par hasard, elle a obtenu le fameux visa pour les États-Unis. Obinse n'avait pas encore reçu le sien et elle traversait seule l'Atlantique pour rejoindre sa tante Uju et Dike, son cousin de 6 ans. Elle s'étonna, surtout, à la vue d'un adolescent coiffé d'une casquette de baseball, debout près d'un mur de briques, le visage incliné, le corps penché en avant, les mains entre ses jambes. Elle se retourna pour regarder à nouveau. « Tu as vu ce garçon ?» dit-elle. « Je ne savais pas que les gens faisaient des choses pareilles en Amérique. »« Tu ne savais pas que les gens pissaient en Amérique ?» demanda tante Uju, regardant à peine le garçon avant de porter son attention sur un feu de circulation. « Hein, tante, je veux dire qu'ils le font dehors, comme ça. Ils ne le font pas habituellement. Ce n'est pas comme chez nous où tout le monde le fait. Il pourrait être arrêté, mais ce n'est pas un quartier bien fréquenté de toute façon, dit tante Uju d'un ton sec. Il y avait quelque chose de différent chez elle. Ifemelu l'avait remarqué tout de suite à l'aéroport, ses cheveux tressés n'importe comment, ses oreilles sans pendentif, son étreinte rapide, sans élan, comme si quelques semaines et non des années s'étaient écoulées depuis la dernière fois qu'elle s'était vue. « Je suis censé être plongé dans mes livres en ce moment, dit tante Uju, les yeux fixés sur la route. Tu sais que mon examen approche. » Ifemelu n'avait pas compris qu'il restait encore un examen. Elle croyait que tante Uju attendait ses résultats. Mais elle dit « Oui, je sais. » Un silence de plomb s'installa entre elles. Ifemelu avait envie de s'excuser, bien qu'elle ignorât de quoi. Tante Uju regrettait peut-être sa présence, maintenant qu'elle était là, dans sa voiture poussive. Le téléphone portable de tante Uju sonna. « Oui, c'est Yuju. » Elle prononçait Yuju au lieu de Uju. « C'est comme ça que tu prononces ton nom maintenant ?» demanda ensuite Ifemelu. « C'est comme ça qu'on m'appelle. » Ifemelu se retint de dire « Eh bien, ce n'est pas ton nom. » Au lieu de quoi, elle fit remarquer en Igbo « Je ne savais pas qu'il ferait si chaud ici. » C'est la première vague de chaleur de l'été, dit tante Uju, comme si Ifemelu était supposée comprendre les mots vague de chaleur. Elle n'avait jamais connu une chaleur aussi torride. Une chaleur qui vous enveloppait, sans merci. La poignée de la porte de tante Uju, quand elles arrivèrent à son petit appartement, était brûlante. Dans le salon, Dike se leva d'un bond, du sol recouvert d'une moquette, parsemée de petites voitures et de figurines, et il l'embrassa comme s'il se souvenait d'elle. « Alma, c'est ma cousine !» dit-il à sa baby-sitter, une femme au visage las et à la peau claire, dont les cheveux noirs étaient retenus en une queue de cheval graisseuse. Si Ifemelu avait rencontré Alma à Lagos, elle aurait pensé qu'elle était blanche. Mais elle apprit qu'elle était hispanique, une catégorie américaine qui était, étrangement, à la fois une ethnicité et une race. Et elle se souviendrait d'Alma quand, des années plus tard, elle écrirait un post dans son blog intitulé « Comprendre l'Amérique pour les Noirs non-américains, ce que signifie hispanique ». Hispanique signifie être fréquemment associé aux Noirs américains dans les statistiques de la pauvreté. Hispanique signifie être légèrement au-dessus des Noirs américains dans l'échelle des races américaines. Hispanique signifie une femme péruvienne à la peau couleur chocolat. Hispanique signifie population indigène du Mexique.
Hispanique signifie habitants à l'apparence biraciale de la République dominicaine. Hispanique signifie habitants à la peau plus claire de Porto Rico. Hispanique signifie aussi les Argentins blonds aux yeux bleus. Il suffit de parler espagnol mais sans venir d'Espagne et voilà, vous faites partie d'une race appelée hispanique. Le roman alterne ainsi entre le présent dans le salon de coiffure, le passé déjà ancien de l'arrivée d'Ifemelu aux États-Unis, et un passé plus récent dans lequel l'héroïne écrit un blog sur la question de la race en Amérique. Dans le livre, on retrouve à la fin de certains chapitres un article du blog relatant souvent des anecdotes hallucinantes sur un ton mordant. La plume d'Ifemelu, incisive et cynique, trouve rapidement son public et le blog devient un franc succès. L'autrice Chimamanda Ngozi Adichie a elle aussi connu le succès aux États-Unis après y avoir émigré. Si elle insiste sur le fait que l'histoire d'Ifemelu n'est pas la sienne, on retrouve tout de même de nombreuses similitudes. D'origine nigériane, elles s'envolent tous deux vers les États-Unis pour faire des études en communication. La future autrice y retrouve sa sœur, Ifemelu sa tante, toutes deux exerçant la médecine. Comme son héroïne, Chimamanda Ngozi Adichie est invitée à intervenir auprès d'universités en qualité d'écrivaine et reçoit une bourse d'études. Mais si c'est par un blog qu'Ifemelu s'est fait connaître, la carrière littéraire de Chimamanda Ngozi Adichie décolle en 2003 grâce à son premier roman, L'Hibiscus pourpre. Elle est alors âgée de 26 ans et est récompensée par 2 prix littéraires. Elle donne ensuite 2 conférences TED, la première en 2007, intitulée Le danger d'une histoire unique, dans laquelle elle condamne le manque de représentation variée, notamment sur l'Afrique, et une seconde en 2012, Nous devrions tous être féministes. Vous pouvez retrouver ces discours sur YouTube ou sous forme de livres, et je vous recommande vivement d'aller les écouter ou les lire. Americana, son 4e ouvrage, paraît en 2013 et est sélectionné par le New York Times comme l'un des 10 meilleurs livres de l'année. Le succès est immédiat et elle se fait alors connaître du grand public pour ses qualités littéraires, mais aussi pour son engagement comme militante féministe et femme politique. Americana n'est pas une simple critique de la société américaine, ni uniquement un témoignage d'émigration d'une noire non-américaine. C'est une quête d'identité, une remise en question de nos propres racines, de notre éducation et de nos codes, autant que de ce qui nous entoure. C'est observer à travers les yeux de quelqu'un d'autre, découvrir des pans cachés de notre société, c'est rire et pleurer avec l'héroïne, c'est comprendre, ou au moins essayer, le parcours d'une déracinée qui ne se sent ni américaine, ni nigériane. C'est prendre la décision de quitter un pays où elle a réussi, et où réussir est un but en soi. C'est rentrer avec elle, au Nigeria, ce pays où elle a grandi, et dans lequel elle n'a pas mis les pieds depuis 13 longues années. Le premier contact avec Lagos l'agressa. L'agitation sous le soleil éblouissant, les bus jaunes bondés de corps comprimés, les vendeurs de rue courant en sueur à la poursuite des voitures, les publicités sur des panneaux géants, d'autres griffonnés sur les murs, plombier, appelez le 0801 77 77 7, et les ordures s'amoncelant le long des rues comme pour vous narguer. Le négoce battait son plein avec trop d'insolence. L'air était lourd de vantardise, les conversations vibrantes de protestation. Un matin, on trouva le cadavre d'un homme dans Awolowo Road. Un autre jour, l'île fut inondée et les voitures se transformèrent en bateaux vacillants. Tout peut arriver ici, pensa-t-elle. Une tomate mûre peut surgir d'un bloc de pierre. Une sensation vertigineuse de chute la saisit. L'impression de s'abîmer dans la nouvelle personne qu'elle était devenue, de sombrer dans un inconnu familier. Les choses avaient-elles toujours été ainsi, ou bien avaient-elles tellement changé pendant son absence ? Quand elle était partie, seuls les riches avaient des téléphones portables, dont tous les numéros commençaient par 090, et les filles voulaient sortir avec des garçons 090. Aujourd'hui, sa coiffeuse avait un portable, le vendeur de plantains derrière son grill noirci avait un portable. Petite, elle connaissait tous les arrêts d'autobus et les rues de traverse, comprenait les codes tacites des contrôleurs et la gestuelle des vendeurs de rue. À présent, elle avait du mal à saisir l'inexprimé. Depuis quand les commerçants étaient-ils aussi désagréables ? Les immeubles de Lagos avaient-ils toujours eu cet aspect délabré ? Et quand était-elle devenue une ville dont les habitants étaient prompts à quémander et trop avides de tout obtenir gratuitement ? Americana,
la taquinait Rani Nudo. Tu vois les choses avec des yeux américains. Mais le problème est que tu n'es même pas une véritable Americana. Si au moins tu avais un accent américain, nous pourrions tolérer que tu te plaignes. Venu la chercher à l'aéroport, Rani Nudo l'attendait à la porte des arrivées dans une ample robe de demoiselle d'honneur, exagérément maquillée d'un rouge aussi violent que des ecchymoses, les fleurs de satin vert dans ses cheveux tombant de travers. Ifemelou s'étonna de la trouver aussi impressionnante, aussi séduisante. Elle n'était plus un terne assemblage de bras et de jambes trop maigres, mais une grande femme solide, tout en rondeur, fière de sa haute taille et de sa corpulence. Imposante présence qui attirait les regards. « Rani !» dit Ifemelou. « Je savais qu'on faisait tout un plat de mon retour, mais j'ignorais que j'aurais droit à une robe de bal. Idiote, j'arrive directement d'un mariage. Je ne voulais pas prendre de risque avec la circulation en passant me changer à la maison. » Elles s'embrassèrent, s'étreignant longuement. Rani Nudo exhalait un parfum floral mêlé de fumée d'échappement et de transpiration. Elle sentait le Nigeria. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Si cela vous a plu, je vous invite à partager autour de vous, à me suivre sur les internets et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode de La Voix des Lettres.